Bonjour chers tous, c'est Charles Attende, le doctorant en communication des organisations, leadership et communication pour le développement. Je viens pour la deuxième partie de notre exposé sur le management des organisations dans les stratégies managériales et stratégies opérationnelles, management opérationnel. Nous allons nous baser sur les systèmes d'information dans le management des organisations. Nous nous posons la question quel rôle jouent les systèmes d'information et des décisions concernant le suivi des résultats dans le management des organisations. L'organisation peut mesurer ses performances grâce aux différents indicateurs à sa disposition. Afin de piloter l'organisation, tenter d'atteindre les performances globales et prendre des mesures de correction de certaines actions, l'organisation doit mettre en place un système d'information qui rassemble l'ensemble des indicateurs de performance et les résultats. Le système d'information et de décision est un procédé permettant de récupérer, stocker, traiter puis restituer et diffuser les informations. Il permet ainsi de connaître les performances de l'organisation et de piloter de manière efficace en prenant les mesures de correction nécessaires à la pérennité de l'organisation. Les informations restituées par les systèmes d'information et de décision se présentent sous différentes formes comme des documents comptables, des tableaux de bord et encore du bilan social. Le management stratégique et organisation de production. Le mode de production dans une organisation est en partie contraint par la nature du produit et de ce point de vue, les choix managériaux sont limités. Le choix du mode de production est donc dépendant des produits ou services produits par l'organisation. L'entreprise peut choisir de produire ses biens selon différents modes de production et c'est là en fonction du type de biens fabriqués. Le mode de production choisi va donc dépendre de différents critères. La quantité à produire, c'est-à-dire produit à l'unité, par lot, en série ou en continu. Les relations de l'entreprise avec ses clients, c'est-à-dire la production sur commande ou sur stock. Les enjeux de la production. Le choix stratégique du mode de production ne concerne pas seulement les entreprises industrielles, mais s'applique également aux activités de services. Ces choix dépendent le plus souvent de la nature du bien fabriqué ou des services offerts. Le choix des dirigeants est de faire ou faire faire, c'est-à-dire l'externalisation consiste à transférer tout ou partie de la production à un prestataire extérieur. L'externalisation a des avantages et des inconvénients. La qualité est l'aptitude d'un bien ou d'un service à satisfaire, au moindre coût, les besoins exprimés ou implicites des consommateurs. Pour atteindre la qualité totale, l'organisation doit mettre en œuvre la politique de 5.0. Cette qualité doit être reconnue pour améliorer l'image de la marque par la certification et par l'obtention des normes de qualité. Organisation scientifique du travail. Faut-il spécialiser les activités et les tâches ou favoriser la polyvalence? Faut-il séparer les activités de conception des activités d'exécution? Taylor, en 1856-1915, ingénieur américain, a été le premier à théoriser une organisation du travail. L'Organisation scientifique du travail, OST, il fonde sa théorie sur ses travaux d'observation des ouvriers. Chaque mouvement est analysé et décomposé en une succession de tâches dans le but de réduire les dépenses d'énergie et d'accroître la vitesse d'exécution, ce qui est censé théoriquement engendrer une hausse des gains de productivité. L'Organisation scientifique du travail OST de Taylor repose sur trois principes. La parcellisation
parcellisation des tâches ou division horizontale du travail, la spécialisation des salariés et la séparation des tâches de conception, d'exécution et de contrôle ou division verticale du travail. Ford a mis en place la théorie de Taylor sur ses chaînes de montage dans ses usines automobiles. Cette mise en pratique du Taylorisme est appelée le Fordisme. Cependant, le Taylorisme trouve ses limites dans les terrains du travail, l'avancement du progrès technique et modification des goûts des consommateurs. Les nouvelles formes d'organisation du travail. Le modèle tayloriste a trouvé des limites dès lors de nouvelles formes d'organisation du travail sont apparues. Des formes d'organisation du travail sont nées de la remise en cause du taylorisme, l'élargissement des tâches et le toyotisme. Actuellement, la forme d'organisation mise en avant par les entreprises est la flexibilité qui se présente sous plusieurs formes. La flexibilité quantitative interne ou organisation du temps de travail. La flexibilité quantitative externe ou recours à l'emploi précaire. La flexibilité qualitative ou polyvalence des salariés. L'externalisation ou recours à la sous-traitance. Les décisions dans la direction de l'organisation. Décider peut être défini comme faire des choix et agir pour leur mise en œuvre dans le but d'atteindre les objectifs fixés. La décision peut être hiérarchisée en 3 niveaux. La décision stratégique, la décision tactique et la décision opérationnelle. La décision relève de tout un processus schématisé par l'économie dont l'économiste Simon dans son modèle IMC. I qui signifie intelligence, M qui signifie modélisation et puis C qui signifie choix. L'intelligence ou définition du problème ou des objectifs, modélisation ou délimitation des différentes solutions et choix de la solution adéquate. Doit être ajoutée à ces modèles une dernière étape, l'évaluation des résultats de la décision prise. Le mode de coordination. La multiplicité et la complexité des tâches qui accompagnent la croissance de l'organisation impliquent généralement de faire évoluer les modes de coordination. L'action collective nécessite une division du travail. La division du travail et la multiplication des tâches requièrent une coordination. Il existe différents modes de coordination. Une coordination des tâches entre individus par une communication informelle, l'ajustement mutuel, une coordination des tâches par un seul individu qui donne des ordres, la supervision directe, une coordination des tâches par le biais des résultats, procédé de travail ou la qualification, c'est-à-dire la standardisation, délégation du pouvoir de décision. La coordination peut s'accompagner d'une délégation du pouvoir de décision. Un manager ne peut pas tout faire seul. À un moment de la vie de l'organisation, il se doit de déléguer. Qu'est-ce que déléguer? Quels sont les avantages et les inconvénients de la délégation? Quelle distinction entre délégué et décentralisation? La centralisation et la décentralisation sont deux possibilités opposées de transférer le pouvoir de décision. Contrairement à la délégation qui relève d'une relation entre individus, la centralisation décentralisation relève de la structure de l'organisation. La décentralisation de l'État consiste à transférer des compétences administratives de l'État vers des collectivités locales ou des institutions publiques. On distingue la décentralisation territoriale de la décentralisation formelle. La délégation consiste à un transfert d'autorité entre un supérieur hiérarchique et un subordonné. Le subordonné doit accepter ces transferts. Cette délégation peut être temporaire ou permanente. La croissance de l'organisation et l'évolution technologique poussent les organisations à déléguer. Les configurations structurelles.
Chaque organisation doit choisir une structure. La structure d'une organisation est traditionnellement représentée par un organigramme. Les facteurs de contingence de l'organisation vont orienter les choix entre une structure rigide et une structure souple. Ces facteurs de contingence de l'organisation vont orienter ces choix entre une structure rigide et une structure souple. Une structure rigide se caractérise par une centralisation des décisions et un nombre de niveaux hiérarchiques importants. La structure rigide, type organisation mécaniste, est efficace dans un environnement simple et stable. De nouveaux engins conduisent à l'émergence des structures souples. Une structure souple se caractérise par une décentralisation des décisions et moins de niveaux hiérarchiques. De la décentralisation pour que la prise de décision soit réactive, moins de niveaux hiérarchiques pour augmenter la circulation de l'information. Les deux structures souples principales sont la structure par projet et la structure en réseau. Le management stratégique, choix en matière d'animation et de mobilisation des hommes. La diversité des dirigeants. Les dirigeants des organisations vont diriger différemment en fonction de certains critères contre certains critères comme la taille de l'organisation, le fait d'en être propriétaire ou non, ou encore son secteur d'activité. La direction d'une organisation diffère selon plusieurs critères. Que le dirigeant soit ou non propriétaire de l'organisation, que l'organisation soit une petite ou grande structure, qu'elle soit privée ou publique, qu'elle soit à but lucratif ou non lucratif. La nature de direction dépend également du secteur d'activité de l'organisation. La diversité des styles de direction. Les dirigeants, en fonction de leur personnalité propre, de celle de leurs subordonnés, des compétences de chacun et des caractéristiques de l'organisation, vont exercer leur pouvoir et leur autorité différemment et exercer un style de direction adapté à la situation. Ce système est axé sur l'autonomie et le travail d'équipe. Le dirigeant, pour exercer ses fonctions, est doté des pouvoirs que lui confère sa position hiérarchique dans l'organisation et d'une certaine autorité liée à sa propre personnalité et son charisme. Le dirigeant, en fonction de divers critères, va mettre en œuvre un style de direction adapté qui peut prendre différentes formes. En effet, il existe le style autoritaire, paternaliste, consultatif, participatif ou encore le style laisser-faire. Les limites du pouvoir managérial. Lorsqu'un acteur interne ou externe à l'organisation est concerné par une décision prise au sein de la structure, on l'appelle alors partie prenante. On distingue deux grandes formes de parties prenantes. Les parties prenantes de premier ordre qui concernent l'ensemble des groupes essentiels de la survie de l'organisation, c'est-à-dire les fournisseurs, les clients, les actionnaires et les salariés. Et les partenaires, les parties prenantes de second ordre qui ne sont pas nécessairement de la survie de l'organisation, on voit les syndicats, les associations, les collectivités locales ou territoriales, les ONG. Leurs intérêts sont parfois différents de ceux des dirigeants pouvant engendrer des conflits ou tout du moins des tensions. D'autres peuvent exercer un réel contre-pouvoir de l'organisation. D'autres encore sont chargés de contrôler les dirigeants. Les acteurs de l'organisation sont partie prenante à l'entreprise dès lors qu'ils sont concernés par une décision prise par l'organisation. Leurs intérêts entre parties prenantes divergent souvent. En effet, les intérêts des salariés ne sont pas les mêmes que ceux des actionnaires, qui ne sont pas les mêmes que ceux des dirigeants, qui ne sont pas encore pas les mêmes que ceux des clients, etc. Ces intérêts divergent, engendrent des conflits ou des tensions néfastes à la productivité. Pour gérer ces tensions,
on va chercher à contrôler le pouvoir pour protéger les intérêts de tous. Les entreprises créent des systèmes de gouvernance. L'État, à travers différents organes et organisations de contrôle, cherche à protéger les salariés, les consommateurs, les usagers. Certaines parties prenantes demeurent quand même des contre-pouvoirs permettant de rééquilibrer le pouvoir, comme les syndicats, les associations de consommateurs, les groupements professionnels. Les acteurs internes aux organisations. Chaque organisation, chaque acteur dans l'organisation interne a un rôle spécifique par la place qu'il occupe. Pour définir ses rôles précis, il faut au préalable définir le métier qu'il doit exercer, c'est-à-dire son activité professionnelle reconnue par la formation qu'il a réussi. Il faut également définir l'emploi à occuper, à savoir la description des fonctions qui seront confiées à l'acteur interne. Enfin, il faut définir le poste à occuper, déterminé par le lieu de travail, la rémunération versée, la qualification requise, les tâches confiées, etc. Ainsi que le profil du poste défini par la formation du salarié, l'expérience demandée, la connaissance particulière nécessaire, la qualité personnelle essentielle à l'occupation du poste. Les métiers, l'emploi, le poste et les profils du poste ainsi que qu'on peut déterminer, chaque acteur trouve une place déterminante dans l'organisation. Pour chaque acteur interne à l'organisation, il faut définir le métier, tous ces métiers à exercer. Les propriétaires des associations coopératives et mutuelles sont appelés des sociétaires. Ce sont les adhérents des structures. Ils nomment un bureau pour gérer l'association, un administrateur pour gérer la coopérative et un volontaire se désigne pour gérer la mutualité. Les propriétaires des entreprises sont les associations qui détiennent le part social de l'entreprise ou les actionnaires s'ils détiennent les actions de la société. L'entreprise est gérée par un salarié ou de représentants d'actionnaires. Dans les administrations publiques, les employés sont des fonctionnaires non soumis au code du travail mais à des principes communs. Dans les autres organisations, les employés sont les salariés liés à l'organisation par un contrat de travail régi par le code du travail et les conventions collectives. Les acteurs externes aux organisations. Les organisations doivent intégrer dans leur politique de management et leur prise de décision la pression d'acteurs externes qui cherchent à défendre les intérêts des personnes qu'ils représentent. Ces acteurs externes sont les syndicats, les syndicats des salariés ou des syndicats patrimoniaux ou bien les syndicats patronaux, les chambres du commerce et de l'industrie et les chambres des métiers, les ordres professionnels, d'autres groupes de pression tels que les associations de consommateurs, des petits actionnaires, des victimes, d'usagers et des clients. La multiplicité des rôles de certains acteurs. Dans une organisation, des acteurs peuvent-ils remplir plusieurs rôles? Certains acteurs peuvent remplir plusieurs rôles dans une organisation. Ces deux fonctions peuvent avoir des intérêts divergents. Il en est ainsi pour le salarié actionnaire qui, en tant que salarié, cherche à garantir la sécurité de son emploi en ayant des conditions de travail et de salaire acceptables. En tant qu'actionnaire, il va chercher à augmenter le profit pour accroître ses dividendes. Il en est de même pour le salarié syndicaliste qui, en tant que salarié, cherche à promouvoir et faire évoluer sa carrière alors qu'en tant que syndicaliste, il va défendre les intérêts collectifs
au risque de ne pas obtenir de promotion. Les salariés membres d'une association de consommateurs vont valoriser la production de l'entreprise en tant que salarié, mais dénoncer les méfaits d'un produit en tant que membre de l'association des consommateurs. Le fonctionnaire membre d'une association d'usagers va défendre ses intérêts personnels en tant que fonctionnaire, mais mettre en avant l'intérêt de l'usager en tant que membre de l'association d'usagers. Les compétences individuelles. Toute organisation a besoin de définir les compétences dont elle doit se doter pour mener à bien ses objectifs. La compétence d'une personne est sa capacité à analyser et à comprendre le problème auquel elle est confrontée pour lui permettre de le résoudre. Elle s'appuie sur 3 éléments: un savoir, un savoir-être et un savoir-faire. La compétence se distingue de la qualification car cette dernière est la reconnaissance sociale des savoirs et savoir-faire. Elle est valorisée par le versement d'une rémunération. Les compétences de l'organisation. Les organisations collectives les compétences collectives de l'organisation reposent sur le recueil et la mise en valeur des compétences individuelles des salariés de l'organisation. La compétence de l'organisation est donc définie comme la manière dont les savoir-faire collectifs sont utilisés. L'intérêt de l'organisation est d'accroître son efficacité et sa compétitivité dans le but d'améliorer la satisfaction des clients usagers. L'intérêt des salariés de l'organisation est d'être davantage motivés et a priori également mieux rémunérés. La gestion des compétences. La gestion des compétences humaines va déterminer les ressources humaines de l'organisation puis en déduire le besoin humain, tant qualitatif que quantitatif. Elle va donc mettre en place une gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences afin de proposer la formation adéquate aux salariés et de recruter des personnes idéales. Les recherches de compétences, donc la recherche de compétences, donc le recrutement. L'organisation a détecté ses besoins en compétences et pour le combler, elle va rechercher maintenant les personnes susceptibles d'être recrutées. Pour cela, elle va mettre en œuvre plusieurs phases: la définition du poste, la recherche, la sélection et l'intégration du candidat. Cette recherche de compétences, autrement dit le recrutement, repose sur plusieurs phases. La première consiste à définir le poste de travail à pourvoir ainsi que le profil du poste. Puis l'organisation va rechercher les candidats susceptibles de pourvoir les postes. Pour cela, elle dispose de plusieurs techniques: les recrutements internes par promotion, mutation dans le secteur privé ou par concours dans le secteur public, et le recrutement externe par communication média, par organisme extérieur spécialisé, par candidature spontanée, par cooptation dans le secteur privé ou par concours dans le secteur public. L'organisation va ensuite sélectionner le meilleur candidat par la sélection du curriculum vitae et lettre de motivation dans un premier temps, par entretien collectif et individuel dans un second temps. Les candidats retenus doivent être enfin intégrés dans l'organisation pour être tout à fait efficaces. L'amélioration des compétences, là on voit la formation. La formation, investissement immatériel, est l'ensemble des actions menées par l'organisation pour accroître les compétences des salariés. La formation est d'abord initiale pour devenir continue lorsque l'individu entre dans le milieu professionnel. Tout salarié a un droit individuel de formation de 20 heures par an, cumulable pendant 6 ans, qu'il peut faire valoir avec négociation préalable avec l'employeur. La formation est essentielle pour l'organisation car elle lui
permet d'avoir des salariés performants, productifs et motivés. La rémunération. La rémunération est la contrepartie financière d'un travail fourni par un salarié. Appelé salaire dans le secteur privé et traitement dans le secteur public, il peut être composé de plusieurs éléments comme les salaires, le revenu divers provenant de primes, des commissions, des participations, d'intéressement, des stocks, options, les avantages en entier, etc. La masse salariale est l'ensemble des salaires bruts ajoutés aux charges et cotisations patronales. Elle représente un coût important pour l'organisation et donc une contrainte économique. L'organisation est soumise à des contraintes juridiques en matière de rémunération égale puisque le revenu versé doit être juste égal entre tous les salariés et supérieur ou égal au SMIC ou bien SMIC. La motivation. La motivation est l'ensemble de forces qui poussent un individu à agir. C'est-à-dire si la motivation peut s'exercer par la rémunération et ses différentes formes comme l'individualisation des salaires ou la participation aux bénéfices. Elle peut s'exercer également par d'autres moyens comme la reconnaissance du travail permettant d'accéder à une promotion ou le management participatif. La motivation a des effets positifs sur l'organisation comme l'augmentation de la productivité et l'amélioration de la qualité des productions. Bien-être et stress au travail. Certaines pratiques de management sont génératrices de stress occasionnant de la souffrance au travail dont les manifestations prennent des formes différentes. Près d'un salarié sur 5 déclare être stressé par le travail. De bonnes conditions de travail permettent aux salariés d'être efficients, ce qui permet une hausse de la productivité du travail. Donc, le bon management doit rechercher, entre autres, la performance sociale pour atteindre la performance économique. Le modèle de contrainte ressources et régulation fait le lien entre la santé des salariés et la performance de l'organisation. La situation de travail est influencée par les exigences des salariés, les exigences de l'organisation, les contextes de l'organisation. Les contextes des relations professionnelles